Bonjour Yves et bonjour André-Jacques. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui pour parler de LinkedIn-Vax. Et donc voilà, dans cet épisode, on va parler de LinkedIn-Vax, on va revenir un petit peu sur vos parcours respectifs et puis on va dérouler cet épisode tranquillement. Et Bonjour. pour commencer, voilà, de manière assez Bonjour. classique, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à nos auditeurs ? Oui, écoutez, je vais démarrer. Donc, André-Jacques Auberton-Hervé, donc je suis le CEO de LinkedIn-Vax et cofondateur avec Yves Lévy de cette belle biotech. J'ai un parcours d'entrepreneur. Donc, à 30 ans, j'ai créé ma première société qui est aujourd'hui au SBF 120 et c'est une belle réussite dans la tech, une start-up venant de la recherche publique, un des exemples d'une société qui a pris une très belle technologie à laquelle j'ai contribué en tant que chercheur et qui a fait un parcours jusqu'à une introduction en bourse et devenir une référence. Et vous avez aujourd'hui mes produits dans votre poche puisque nous avons créé des standards dans l'industrie du semi-conducteur. Donc si vous avez un téléphone, quelle que soit la marque, vous avez du Soitec Inside. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est un sacré parcours d'entrepreneur et peut-être une question supplémentaire. Tu as un parcours d'ingénieur, c'est bien ça avant de... Voilà, ingénieur, j'ai fait une thèse, et j'ai fait de la recherche et j'ai basculé dans le monde des startups. À l'époque, ça s'appelait de l'essaimage. Ok. Ça vous donne une petite... C'était en 92 et donc j'ai fait... ce parcours entre le monde de la science, le monde de la recherche, créer des ponts avec le monde de la finance et le monde des startups qui est aujourd'hui, je dirais, un standard. Et on vit dans ce monde-là, mais en 92, j'ai été parmi ces pionniers, ces premiers explorateurs de ce modèle. C'est une bonne chose de parler d'explorateur parce que je crois que je vous avais prévenu avant l'épisode que la question totem du podcast, ça sera l'aventurier préféré de chacun. Donc, je vais vous la poser juste après, mais je me tourne maintenant vers Yves. Oui. Quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait avant Moi, de commencer je suis professeur d'immunologie, je suis médecin, chercheur. Toute ma carrière, ça a été en même temps soigner des malades, suivre des malades, avoir une activité clinique et en même temps une activité de recherche pour essayer d'améliorer ce que je faisais en clinique et aussi pour comprendre un certain nombre de choses. J'ai très tôt été confronté à l'épidémie du sida. En fait, j'ai fini mes études en ayant une formation plutôt en hématologie, immunologie. Puis le sida est arrivé. Je n'avais rien appris sur le sida comme personne puisqu'on a découvert cette maladie en même temps que les malades. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé sur toute la partie du système immunitaire pour comprendre ces maladies particulières et maladies infectieuses. Et ensuite, on recherche beaucoup sur le vaccin depuis à peu près 25 ans. D'accord. Donc, je travaillais sur la mise au point de vaccins et aussi des traitements du système immunitaire pour faire face aux maladies infectieuses et aux cancers. Il y a quelque chose qui me passionne toujours et j'aime bien essayer de creuser ça, c'est qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde de la santé ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cet univers quand tu t'es lancé dans les études de médecine pour ensuite devenir... Alors là, c'est très très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on ait assez de temps, même en une heure. C'est très très compliqué. Et je me suis lancé sur le domaine de la santé. C'était chose qui, évidemment, à la fin de mes études, était devenu évident. J'étais très attiré par la biologie, par la science, et en même temps aussi par la littérature, et donc quelque chose de très, très différent. Et en fait, la médecine est une science qui n'est pas une science dure, c'est plutôt quelque chose sur lequel il y a une réflexion et une part, évidemment, très importante humaine. Et puis l'autre chose, c'est que l'immunologie était une science extrêmement neuve. Aujourd'hui, l'immunologie est transversale à toutes les disciplines de la médecine, mais l'immunologie, c'est une science très neuve et qui est très conceptuelle au départ, avant que toute la technologie ait amené un certain nombre d'outils pour comprendre le système immunitaire. Et donc ce côté, effectivement, un peu d'investigation, de réflexion conceptuelle, me faisait la part des deux entre la partie plutôt intellectuelle que j'avais, que je voulais éventuellement dans les études, et aborder une spécialité très très nouvelle, qui était complètement à défricher quand j'ai fini mes études de médecine. Donc finalement, dans vos deux parcours, on voit un petit peu l'état d'esprit de pionnier, d'explorateur. Et la question que les auditeurs vont forcément se poser, c'est avec des parcours quand même assez différents, parce qu'avec un parcours assez académique, un parcours purement entrepreneurial, bon, même s'il y avait quand même une grosse partie académique avant, c'est comment vous vous êtes rencontrés pour arriver aujourd'hui à LinkedIn-Vax ? D'abord, c'est toujours une aventure humaine. Et donc, c'est la rencontre effectivement deux personnes venant d'horizons différents, par aussi un autre ami, un ami commun, qui, nous connaissant tous les deux, a pensé que, et sur le plan de l'entreprise qu'on avait en tête, enfin que moi j'avais en tête, puisque André-Jacques est arrivé à la biotech avec cette prise de conscience que ça pouvait être intéressant de travailler sur les projets qu'on avait développés jusque-là.
Et c'est cette rencontre humaine par un ami qui nous connaissait tous les deux et qui fait que ça a fité et qu'on est parti dans cette aventure. Ça matchait directement, du coup, oui. André, pareil? Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est à la fois l'humain, le médecin et puis ce projet d'entrepreneuriat. Je pense que j'ai fait ça, moi, quand j'étais au CEA. J'ai trouvé que ce parcours et l'amitié commune a fait ce rapprochement naturel. Et j'ai plongé dans l'immunologie, je me suis impliqué, j'ai eu un super professeur qui m'a expliqué parce que je suis un scientifique, donc j'ai voulu comprendre et je me suis dit que sur le côté entrepreneuriat, on pourrait faire un beau parcours tous les deux et voilà, et je crois que c'est cette rencontre humaine qui fait la force de ce projet. Complètement. Et qu'est-ce qui t'avait poussé initialement vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a tiré vers cet univers-là? Je pense il paraît que je veux dire, mes copains d'école m'ont dit que je rêvais de faire une entreprise même quand j'étais plus jeune. Donc voilà, j'avais ça peut-être un petit peu dans le sang, mais je dirais que c'est principalement l'exploration et la volonté d'avoir un impact. C'est ce qui me pousse aussi dans ce projet, c'est d'impacter, c'est de pouvoir avoir ce que les startups aux États-Unis, je dirais, changer un peu les choses, avoir un impact pour le plus grand nombre. C'est comme ça qu'on définit l'innovation de rupture, c'est d'impacter le plus grand nombre, et pas uniquement faire des choses extraordinaires, c'est d'avoir apporté quelque chose. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à créer ma société parce que c'était une belle technologie. Il fallait, je dirais, la sortir du laboratoire pour qu'elle soit tous les jours impactante. Qu'elle impacte tout le monde. Voilà. Et je me retourne vers toi, Yves. Comment tu as appréhendé le début de l'aventure entrepreneuriale? Voilà, après un parcours académique, comment au J0, quand on pose les statuts, comment tu envisageais cette aventure? Est-ce que ça faisait peur? Est-ce que c'était excitant? Voilà, évidemment, c'était un changement important, mais j'avais cela en tête depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que quand on développe des vaccins comme moi pendant 10 ans, et surtout quand on a bénéficié de financements importants, justement des financements qui étaient dédiés à prendre un risque en misant sur des choses innovantes et qui doivent être développées d'abord dans la partie académique, quand on développe des vaccins, le passage au monde industriel, le passage à large échelle est quelque chose d'absolument évident à un moment. Donc je m'étais préparé à cela. D'accord. Et la question était à quel moment c'était mature ou pas pour passer ce cap. Et avec la recherche que j'avais faite dans les dernières années, le stade où nous étions arrivés, la seule manière d'accélérer aujourd'hui ce développement, c'est de passer à l'entreprise et donc de m'associer avec des gens qui sont des entrepreneurs. Ouais. Et c'était quelque chose que j'avais préparé en tête parce qu'autrement, on reste dans quelque chose qui est très descriptif. Mais le but quand même d'un médecin et d'un chercheur, et surtout quand on travaille sur les vaccins, c'est d'apporter quelque chose à un moment qui peut au moins écrire une ligne de plus dans peut-être le progrès qu'on peut amener à nos contemporains. Donc dans tes travaux de recherche, tu anticipais déjà cette phase future d'entrepreneuriat? Oui, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le développement de vaccins. D'accord. Il y a des gens qui travaillent plus sur la partie très très en amont, très recherche très fondamentale et qui s'arrêtent à ce moment-là. Moi, j'ai essayé de faire ce continuum grâce à l'institut que j'ai créé, où il y a autour de la table des équipes qui sont très fondamentales, des équipes qui sont cliniques, des équipes qui travaillent sur le développement, et le lien qu'on avait déjà avec l'industrie qui produit nos vaccins. D'accord, ok, très très clair. Et donc maintenant on arrive à la question totem du podcast. Comme je vous ai expliqué, c'est que j'aime bien faire un parallèle entre les aventuriers, les explorateurs qui défrichent des territoires inexplorés, et les entrepreneurs dans la santé particulièrement. Donc je voulais savoir, est-ce que vous avez comme ça une figure fictive ou réelle qui peut vous inspirer tous les jours dans votre parcours entrepreneurial? Écoutez, moi j'ai une passion pour la mer. Alors je suis pas né dans un monde de marins, mais j'ai fait en sorte de vivre aussi un peu cette passion de temps en temps. Voilà, j'ai traversé l'Atlantique, donc j'ai une passion pour les marins, les explorateurs. Alors pas un en particulier, mais enfin bon, les Marco Polo, les Christophe Colomb, les Magellan. Et il se trouve que j'aime bien Loïc Perron, je le salue d'ailleurs, et les Jean Le Cam, voilà, ce sont des gens qui ont des valeurs, ce sont des gens qui explorent encore un monde qui est 70% de notre planète et qui reste un monde où on se sent petit et on a ce respect pour la nature et pour cette planète. Et aussi, c'est un monde où la résilience est importante dans les valeurs des startups. Il y a l'audace de se lancer, de se lancer dans une aventure quand on traverse l'océan. Et c'est vrai qu'il faut du courage. Voilà, il faut du courage. On a des outils. Les anciens étaient encore plus courageux, mais ils avaient surtout de l'audace. C'est-à-dire, voilà. Et j'aime bien une phrase, il n'y a pas de vent favorable à ceux qui ne savent où ils vont.
voilà, quand on est marin, il faut savoir où on veut aller, mais il faut aussi savoir s'adapter. Et je crois que c'est quelque chose qui est important dans une aventure entrepreneuriale. Voilà. Et puis même le parallèle, je crois qu'on peut le pousser encore plus, parce que finalement, ces aventuriers explorateurs, à l'époque, ils allaient chercher des financements auprès des rois, etc. Donc il y a un parallèle qui est assez évident avec l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que c'est un très bon choix. Voilà, je tout pense à c'est fait. Voilà. Et de ton côté, Yves, j'allais oublier Tabarly quand même, qui est un grand monsieur qui a formé tous ces grands navigateurs d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une question difficile. J'ai beaucoup, évidemment, d'admiration pour beaucoup de nos contemporains ou même pour l'histoire. Je suis très, très intéressé par l'histoire. Mais pour reprendre, pour faire le lien, et vous allez voir la complémentarité, je mettrai Christophe Colomb, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Parce que Christophe Colomb, si on avait suivi son plan expérimental, et s'il avait suivi son plan expérimental, New York serait la capitale des Indes. Et comme on faisait le lien avec les investisseurs, je pense que les investisseurs lui auraient retiré tout leur soutien à partir du moment où il s'est planté dans ce qu'il a dit. Donc moi, je suis admiratif sur le fait que le lien avec la recherche, c'est-à-dire que parfois on va de A à B, on arrive à C, et la question c'est de savoir si C est plus intéressant que B ou pas. Okay. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vous faites le lien avec les aventuriers, les explorateurs, plutôt qu'avec les grands scientifiques. Donc c'est très intéressant parce que les scientifiques, ils ont marqué des choses parce que ça a été démontrable, reconnu, reproductible. C'est la science. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour d'autres explorateurs, de choses beaucoup plus indicibles et difficiles à prouver, notamment Freud, parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais prouver. Karl Popper, qui a beaucoup travaillé sur l'épistémologie, dit c'est pas démontrable. Et en même temps, c'est fascinant. Et en même temps, ça a beaucoup orienté beaucoup de la société, de ce qu'on fait. Donc, vous voyez, il y a des choses, on a raté, mais en fin de compte, c'est une réussite extraordinaire. Ouais, et on explore des choses qui sont indémontrables, mais qui sont des risques. Et c'est beaucoup de choses comme ça aussi. Il y a beaucoup d'empirisme, surtout dans le vaccin. C'est vrai qu'on m'avait déjà cité sur le podcast, par exemple, Emmanuel Carpentier, voilà, des pionniers comme ça dans la santé. Et voilà, avant de faire la transition définitive vers LinkedInVax, j'ai posé tout à l'heure la question de savoir comment on se sentait quand on lançait une aventure. Une question un petit peu différente, c'est comment vous projetiez tous les deux LinkedInVax quand vous êtes serré la main pour vous lancer dans l'aventure. Comment vous imaginiez, comment vous projetiez dans le futur? Écoutez, quand on a lancé l'aventure, on était en pleine pandémie, donc cette belle technologie qui a été développée par Yves pendant 10 ans au sein du LabEx et du VRI était prête, avec un degré de maturité qui était extraordinaire par rapport à un développement académique. Donc ça a été facile de se projeter sur la nécessité d'avoir des plateformes vaccinales, mais plus généralement, c'est des biothérapies, donc on est dans le protéique, on est dans une plateforme qui est extrêmement innovante, mais en même temps qui fait partie de ce schéma de vaccin à base de protéines qui nous protège depuis qu'on est tout petit. On a été vacciné. Donc voilà, il y avait une très belle technologie. Je me suis plongé, j'ai essayé de comprendre une belle différenciation, une capacité d'apporter un nouvel outil par rapport à ces maladies infectieuses, par rapport à ce besoin qui est devenu extrêmement, je dirais, sensible et qui a été mis en avant avec la pandémie. Donc ça a été assez facile de se dire on peut avoir un impact, apporter un nouvel outil et, si possible, une façon de vivre avec ces virus sur la durée, puisque c'est ça aujourd'hui qui est le grand enjeu. C'est-à-dire on a eu une très belle plateforme, et heureusement qu'on avait des plateformes technologiques qui étaient prêtes pour faire, je dirais, face à cette pandémie, mais on voit le besoin d'avoir des plateformes qui sont agiles, capables de réagir, et ce besoin-là, eh bien, on y répond. Voilà, c'est ça qui m'a motivé, et quand je vois que je peux avoir un impact, pour se lancer je directement. me lance, voilà. Sans hésiter. Sans hésiter. Écoutez, en fait, dans une carrière comme la mienne qui commence à être longue, mais quand même qui est à l'échelle humaine, qui n'est pas si longue que ça, j'ai été confronté à 4 épidémies. D'accord. J'ai été confronté à l'épidémie du sida, qui m'est arrivée en pleine figure, comme beaucoup de mes collègues, et surtout comme la société et l'humanité. Après, il y a eu, dans mes fonctions en plus, c'est-à-dire quand j'étais à l'INSERM, il y a eu l'épidémie de Zika, l'épidémie d'Ebola, puis l'épidémie du Covid. Donc je pense que les gens se sont rendus compte, plus avec le Covid qu'avec d'autres épidémies un peu plus peut-être restreintes, qu'on était d'une fragilité extraordinaire et qu'on a été éventuellement susceptible, et on voit les bouleversements.
Et en fait, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, depuis 20 ans sur essayer de trouver des réponses à des choses que l'on ne connaît pas, ou que l'on connaît très mal, ou en tout cas qu'on ne sait pas contrôler. Ebola, il n'y a pas eu de vaccin avant 40 ans, le VIH, il n'y a toujours pas de vaccin, Covid est arrivé, on a eu un vaccin très vite, mais les problèmes sont encore majeurs et mondiaux, c'est la première fois sur l'humanité. Donc, comment je projette LinkedInVax, c'est d'essayer, comme je vous l'ai dit, d'amener une ligne supplémentaire dans ce que l'on peut apporter pour répondre à ces défis, en s'appuyant sur des choses qui ne sont pas complètement non plus empiriques, puisque, comme l'a dit André Jacques très très bien, ce sont des technologies nouvelles, mais qui font appel aussi à tout un corpus scientifique, industriel, déjà développé à large échelle. Et donc, l'objet de LinkedInVax, c'est ça, c'est d'accélérer la réponse que l'on peut avoir à des défis qui sont ceux-là, très très centrés sur LinkedInVax, mais qui ouvrent la porte à tout ce qui va se présenter devant nous, qui va évidemment arriver. Il y aura d'autres épidémies, on aura le Covid-25 ou on aura l'Ebola numéro 4. C'est évident qu'on sera confronté à cela. Donc autant être prêt. Et donc là, la transition, elle est toute faite vers LinkedInVax. On a laissé assez de suspense. Voilà un petit quart d'heure de suspense. Je ne sais pas qui de vous deux présente le mieux l'entreprise. Donc, André. Ok, André. Donc à toi l'exercice du pitch. Mais Yves complétera. Donc LinkedInVax, c'est une plateforme qui est basée sur un concept, c'est de cibler les cellules dendritiques dans notre corps. Alors le corps humain est extraordinaire. Les cellules dendritiques sont le drone de notre système immunitaire. La totalité des vaccins finissent quelque part par essayer d'attirer l'attention de ce drone. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute à l'information qu'on doit apporter à ces cellules dendritiques, qui est un antigène qui est le talon d'Achille du virus ou du pathogène qu'on veut, je dirais, aller adresser. On lui rajoute un guide qui va cibler directement ces cellules dendritiques et qui va amener directement l'information sans attendre que statistiquement ce drone se rende compte qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, on facilite la tâche à ce drone en lui amenant, grâce à un anticorps monoclonal qui est un anti-CD40, on amène directement, on accroche, je dirais, ce drone et on lui amène l'information directement. Voilà, c'est un concept, c'est transverse, on peut faire des choses extraordinaires dans le domaine du vaccin, à la fois en prophylactique, mais aussi en thérapeutique. Et on adresse donc le virus, on adresse le cancer en thérapeutique, et on adresse aussi des bactéries. Donc on a vraiment une plateforme extrêmement agile, extrêmement versatile, et qui s'appuie sur, comme le disait très bien Yves, sur un historique, un corpus, qui sont les vaccins protéiques, avec aussi des capacités industrielles mondiales très importantes qui permettent d'activer très rapidement ces capacités. Donc on a à la fois, et je suis un industriel, on a à la fois une très belle technologie, mais aussi quelque chose qui peut être industrialisé en fort volume, rapidement. Et je crois que c'est ça l'avantage de cette plateforme, c'est d'avoir à la fois cet avantage technologique, mais aussi cet avantage industriel, cet avantage logistique, puisque c'est aussi des protéines, donc c'est facile à distribuer. Donc voilà, on est vraiment dans une plateforme extrêmement agile qui peut répondre à ces enjeux que Yves a mentionnés de santé mondiaux. Et justement, peut-être pour faire la transition, donc avec la partie industrielle, c'est toujours un énorme enjeu quand on est une biotech. Est-ce que dans tes travaux de recherche, tu avais anticipé cette phase industrielle? C'est-à-dire qu'on sait des fois que quand on arrive à produire des choses incroyables, mais en microdose, et on sait que ça ne sera jamais scalable, est-ce que c'est des choses que tu avais anticipées un petit peu Tout à fait, parce que d'abord, la technologie, elle repose sur, comme l'a dit André Jacques, sur des protéines. Or, les protéines, c'est les premiers vaccins. Les protéines, c'est quelque chose qu'on sait produire. D'ailleurs, pas uniquement pour les vaccins protéiques, mais par exemple, tout ce qu'on connaît dans les biothérapies, l'immunologie du cancer, l'immunothérapie du cancer, ce sont des anticorps monoclonaux. Donc, ce sont des protéines. Donc, savoir fabriquer des protéines, et notamment des anticorps, qui est la base de notre vaccin, c'est quelque chose qui, industriellement, est beaucoup plus facile que beaucoup d'autres stratégies. Alors, il y a des stratégies pour les vaccins comme les virus atténués aussi, mais justement, on a un avantage, c'est tout ce qu'a dit André Jacques sur le ciblage. Mais juste un point, André Jacques décrit parfaitement, donc moi, je ne veux pas sûrement pas compliquer, parce que c'est ça le message. Mais pour dire pourquoi on est quand même innovant et on est au 21e siècle, en fait, c'est que le vaccin, depuis l'époque des Chinois au 5e siècle jusqu'à Jenner au 17e, 18e et Pasteur, ça a toujours été empirique. On a injecté quelque chose, il y a une boîte noire, et on espère qu'on protège contre ce quelque chose. Ouais. Et donc, c'est ça le vaccin, c'est un empirisme total. Et en fait, ce que l'on veut faire passer comme message, et ce que l'on a fait, c'est cette boîte noire,
toutes les connaissances de l'immunologie qui étaient récentes, comme j'en ai parlé, et surtout au XXIe siècle, nous a appris à disséquer ce qu'il y a dans la boîte noire. Et en fait, on peut adapter à ce moment-là un vaccin directement à ce que l'on a appris de la science la plus fondamentale de l'immunologie. D'accord. On n'a pas attendu de connaître cela pour vacciner, mais on a vacciné de manière empirique en protégeant, mais on ne comprenait pas toujours ce que l'on faisait, pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. D'accord. Et donc voilà, la technologie de l'Inkinvax, c'est une technologie qui prend en compte l'ensemble des connaissances les plus avancées de l'immunologie, notamment la découverte des cellules dendritiques qui date d'il y a 40 ans. D'accord. C'est un prix Nobel en 2011, donc Monsieur Steinman qui a contribué à la compréhension justement du rôle des cellules dendritiques. Donc on voit qu'on profite justement de toute cette science, et c'est la force de la science, Ouais. c'est que on rajoute sur les épaules des géants qui nous ont précédés, on rajoute bien quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on comprend beaucoup mieux le fonctionnement des vaccins. Complètement. Tout à l'heure, tu disais, André, qu'il y avait les vaccins prophylactiques et les vaccins thérapeutiques. Comment ça se fait qu'on entend que dans l'imaginaire collectif, on entend très peu parler des vaccins thérapeutiques? C'est toujours associé aux prophylactiques. Parce que d'abord, le vaccin, c'est sauver l'humanité, c'est traiter les maladies infectieuses, et donc c'est de nous protéger en nous injectant quelque chose qui va mimer, sans nous rendre malades, une infection naturelle. Et en fait, les vaccins marchent quand le système immunitaire a déjà été capable de démontrer qu'il est capable d'éliminer un virus. Et donc, on mime avec un vaccin une fausse infection qui fait que ça nous prépare. Si on est éventuellement exposé à cette infection, eh bien, notre corps est éduqué. C'est ça la base du système immunitaire. Et c'est ça qui est fascinant, c'est la mémoire. Vous voyez le lien avec Freud tout à l'heure. Complètement. C'est la mémoire. Et le système immunitaire, c'est la mémoire. D'ailleurs, dans le sida, on perd les cellules mémoire, et donc à ce moment-là, on est susceptible à toutes les infections du monde, on ne se protège plus. Donc, le vaccin, c'est cette mémoire-là qui est éduquée par un vaccin qui nous permet de nous protéger contre des nouvelles infections. Alors, pourquoi thérapeutique ? Parce que parfois, on a une maladie, le virus reste persistant, ou le cancer, qui est une cellule étrangère, reste dans l'organisme, Oui. Et à ce moment-là, le système immunitaire n'est pas capable de l'éliminer. Et ne pouvant pas l'éliminer, alors qu'il la reconnaît, mais il ne peut pas l'éliminer. Le système immunitaire devient amnésique. D'accord. Qu'est-ce que fait le vaccin thérapeutique ? C'est qu'il restimule ces réponses mémoire que nous avons, il les réveille pour qu'à ce moment-là, le système immunitaire fasse le job pour aller éliminer les dernières cellules tumorales ou éliminer les dernières cellules réservoirs d'un virus qui reste persistant. Donc ça, c'est la partie thérapeutique. Fort, ça. Je ne me protège plus, je suis déjà malade, on m'a, avec une chimiothérapie, éliminé le maximum d'une tumeur, il reste des cellules tumorales, le système immunitaire, il était dépassé par la masse de tumeurs. Quand je réduis la tumeur par la chimiothérapie, je réveille mon système immunitaire qui finit le job. La meilleure protection et la meilleure défense, c'est notre système immunitaire. Sinon, on ne serait pas vivant depuis des millions d'années. C'est vrai que c'est magique quand même, hein, quand on y pense, le système immunitaire, c'est vraiment incroyable. Ah ben, cette capacité d'autoréparation, d'autoprotection, Voilà. Et la reconnaissance du soi et du non-soi, c'est la base du système immunitaire. C'est-à-dire, je me protège toute la journée, je ne m'attaque pas, sauf dans les maladies inflammatoires auto-immunes, on s'attaque. Mais une cellule cancéreuse, c'est une cellule étrangère. Pourquoi est-ce qu'à un moment, elle rend amnésique un système immunitaire ? Et le vaccin, c'est quoi ? C'est de réveiller cela. Et de la même manière que prophylactique, c'est de nous protéger avant qu'on soit exposé. Complètement. Vous êtes sur combien de pathologies et vous avez combien de candidats vaccins en cours actuellement ? Alors, évidemment, avec l'historique et la maturité, c'est le VIH qui est aujourd'hui en phase clinique. Donc, on est une biotech clinique, ce qui est une phase importante dans l'histoire d'une biotech. On a déjà passé ce cap qui est très rare, comme vous le dites. Donc voilà, on a cette chance d'avoir depuis 1 an démarré les essais cliniques phase 1 sur le sida. Nous avons évidemment reçu un fort soutien pour développer de façon stratégique un vaccin Covid sur la durée. Comme le mentionnait Yves, une des forces de notre vaccin, c'est de pouvoir activer cet effet mémoire. C'est une des grosses différenciations de ce vaccin qui cible les cellules dendritiques, c'est d'activer aussi une partie de notre système immunitaire qui à la fois élimine le virus lorsqu'il a passé le cap malheureusement et qu'il infecte nos cellules, mais aussi sur la durée. Donc voilà, on a 2 candidats vaccins pour Covid, un qui vise
beaucoup plus large l'ensemble des coronavirus. Donc, c'est un vaccin qui est, je dirais, très avancé dans ce qu'on appelle le pan-coronavirus, qui est un vaccin de deuxième génération attendu pour Covid. D'accord. Nous avons un vaccin thérapeutique dans le cadre des cancers, en particulier les cancers induits par papillomavirus. Donc là, c'est du thérapeutique, c'est-à-dire qu'on traite du précancéreux et du cancéreux. D'accord. Et un petit dernier qui est chlamydia, donc qui est bactérie, mais qui est aussi un problème de santé mondiale, puisqu'on voit l'Europe aujourd'hui voit une grosse flambée de ce type de pathogènes. Donc on est vraiment sur des gros problèmes de santé mondiaux, 4 pathogènes, donc le sida. Et le sida, nous avons aussi un vaccin thérapeutique qui est en cours. Voilà, donc on a 6 produits et 4 pathogènes. Est-ce que c'est difficile de reprogrammer votre plateforme pour s'adapter à chacune des pathologies ? Non, justement, c'est l'intérêt de cette plateforme, mais c'est aussi la définition d'une plateforme. C'est que cet anticorps monoclonal, donc cette protéine dont tu as parlé, André, qui cible ces drones, ces cellules dendritiques, en fait, on l'accroche avec les pathogènes que l'on veut cibler. D'accord. Donc, c'est en fait le même véhicule qui a été décliné dans les différentes pathologies dont on parle. Et toute la technologie, c'est d'abord définir cet anticorps monoclonal. Et une fois qu'on l'a eu et qu'on a testé au laboratoire pendant les 10 dernières années dans différents modèles qu'il faisait bien ce qu'on attendait de lui, cibler les cellules dendritiques, les activer, induire des réponses immunitaires, on lui a accroché à la queue les différents pathogènes qu'on veut cibler. D'accord. Et ces pathogènes, on ne les prend pas au hasard. C'est aussi la différence avec injecter quelque chose et d'attendre dans la boîte noire. On définit avec maintenant des outils de bioinformatique exactement ces fameux talons d'Achille dont a parlé André, que l'on veut vraiment cibler et que l'on veut éduquer le système immunitaire pour qu'il reconnaisse ce talon d'Achille quand il est confronté à un pathogène. Ok, très très clair. Je vais rester avec toi, Yves, pour rebondir sur ce que disait André. C'est vrai que vous êtes une biotech au stade clinique, et ce qui est extrêmement rare quand même, voilà, dans l'écosystème français, il faut être honnête. Et là, j'ai envie de me tourner, parce que c'est l'objectif ultime un petit peu de toutes les personnes qui font la recherche, c'est d'emmener sur le marché, d'emmener de A à Z son idée jusqu'à un patient. Comment on se sent le jour où on injecte la première fois pour tester à un patient sa solution, son idée ? Eh bien, on est on sent une immense responsabilité. Ça fait 7-8 ans qu'on travaille sur un vaccin. Il a été injecté qu'à des animaux, à des modèles très particuliers, avec d'ailleurs des conditions éthiques extrêmement strictes. On pense qu'on a accumulé assez de données à un moment pour passer une étape importante pour un laboratoire académique, c'est-à-dire de trouver des financements pour produire des lots cliniques, la pharmacie. Oui. Ça se fait par un pharmacien. Et puis après, on essaye de convaincre, et de se convaincre qu'on a toutes les conditions de sécurité pour proposer à des volontaires. Et c'est une démarche citoyenne. Et ça, on a l'habitude dans le VIH. Je suis à une dizaine d'essais dans le VIH. D'accord. Donc ce sont des personnes qui viennent participer à la recherche. C'est une démarche citoyenne. On fait des appels à candidats. Et quand c'est la première fois qu'on administre chez l'homme un produit issu de la recherche et qu'on a en face des gens qui donnent de leur temps et de leur corps à participer à cette recherche, d'abord on est extrêmement humble, extrêmement angoissé, extrêmement préoccupé. Et on est là le premier jour où on injecte le vaccin et on suit ces gens-là au téléphone, on les suit et ça devient des gens qui participent à une aventure très importante. Et le jour où on injecte la première fois, on s'en rappelle beaucoup. Oui. Je pense que ça doit être vraiment un épisode marquant dans la vie d'un chercheur. Et pour rebondir là-dessus, quel a été le plus gros défi pour l'instant que vous ayez eu à affronter avec le développement de LinkedInVax ? Est-ce que c'est des enjeux de financement ? Je pense peut-être que ça a été plus simple avec ta carrière d'entrepreneur, André. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres défis que les plus gros challenges que vous avez eu à surmonter depuis le début ? Je dirais, sur la partie financement, on a eu la chance de démarrer, avec un très fort soutien. Donc, et là, je tiens à remercier évidemment la BPI et tout ce qui est du domaine du PIA, puisqu'il y a eu un appel à projet spécifique sur le Covid qui nous a permis de nous lancer. Maintenant, les défis, c'est les défis d'une start-up. J'ai eu la chance de faire ce parcours depuis le début. On a démarré à 2 à Soitec en 92 et c'est devenu une très grosse société de plusieurs milliers de personnes. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de start-up démarrer. Donc il y a toujours des défis qui sont organisationnels. Bon, c'est vrai qu'on a une très belle équipe. Là, c'est aussi l'expérience et le fait d'avoir des personnes qui sont prêtes à suivre un projet comme ça du fait de ma carrière. Voilà, donc structurer une équipe, avoir les process qui sont nécessaires pour aller vite.
puisqu'on est quand même dans une accélération qui est assez unique dans l'histoire des vaccins. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et ce qui fait, moi je viens de la loi de Moore, où on fait en 2 ans ce que d'autres entreprises font en 10 ou 20 ans. Voilà, donc le vaccin, c'était 10-20 ans. Aujourd'hui, on a des vaccins et quand j'écoute Monsieur Mancel, je retrouve la loi de Moore. On veut faire des vaccins très rapidement. Donc c'est un monde que je connais bien. Donc c'est des défis organisationnels, des défis industriels. Je tiens aussi à saluer Alain Cinsault avec GTP BioWays et nos amis de Lonza, je veux dire, qui nous aident d'un point de vue industriel à structurer tout ça. Je retrouve, je veux dire, cette dynamique que j'ai retrouvée dans le semi-conducteur. Voilà, donc des défis particuliers, non, c'est une somme de défis. C'est comme quand on traverse l'Atlantique, c'est la résilience. Il y a une voile qui se déchire, un bout qui traîne, voilà. Donc il faut réagir. C'est ça la vie des startups. C'est de la résilience. C'est très très bien dit. Celui qui arrive au bout, c'est pas celui qui a eu des problèmes, c'est celui qui a réussi à les surmonter. Voilà. Donc je crois que c'est ça l'aventure d'une startup, mais c'est ce qui fait son intérêt et c'est ce qui me plaît moi dans cette aventure-là. Voilà. Complètement. J'ai une question complémentaire par rapport à ça. Tu viens de parler de la structuration d'une équipe. Comment on construit sa Dream Team finalement? Sans parler de basket, en parlant d'une start-up, d'une biotech. Comment tu choisis les profils? Et peut-être, est-ce qu'il y a un ordre de recrutement à respecter? Voilà. Est-ce que tu as identifié les profils à respecter au fil des étapes d'une start-up, d'une entreprise? Et peut-être les deux aussi, parce qu'avec le côté scientifique et le côté évidemment plutôt start-up entrepreneurial. Écoute, la première équipe, c'est les 2 fondateurs. Je crois qu'il y a ce côté intéressant d'avoir 2 profils. Moi, j'ai toujours créé des ponts là où il y avait les gens ont l'habitude de créer des murs. On est d'horizons différents, mais il y a une très grande richesse à travers ça. À partir de là, il y a la partie structure que j'appelle le squelette, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien les process, qui viennent d'un monde où on sait gérer des projets complexes. Donc j'ai pris des profils qui sont des gens qui connaissent les enjeux d'innovation rapide, que je connaissais dans le domaine RH, dans le domaine de l'organisation, gestion de projet, etc. Et évidemment, on a structuré, et c'est là la force de Yves, je veux dire, on a un laboratoire où il y a 150 chercheurs, donc on a cette chance d'avoir tout ce côté scientifique qui a amené cette belle technologie, et on a structuré aujourd'hui autour de la partie clinique. C'est-à-dire qu'on a recruté des gens qui sont important pour créer justement cette architecture, donc clinique, qualité, réglementaire, CMC, et tout. Voilà. Donc on a aujourd'hui des profils seniors qui vont être, on a 4 personnes qui viennent de l'industrie de la biotech et qui connaissent bien ce milieu pour structurer justement notre approche clinique, puisque l'académique est en soutien, est en support, mais aujourd'hui, on est au niveau clinique. C'est donc cette partie-là qu'on a structurée, et c'est aujourd'hui une très belle équipe. Vous en avez derrière nous une partie qui travaille pour amener tous ces produits, et principalement à court terme HPV, donc tout ce qui est cancer et Covid, le plus vite possible en clinique. Donc on gère des lots industriels. Voilà, il y a tout ce côté, je dirais, process qui était nécessaire à structurer. Donc on a vraiment des équipes qui savent faire à la fois le côté clinique, biotech, etc., mais aussi qui savent gérer des projets industriels et de l'innovation rapide. D'accord, ok, très 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 clair. Et peut-être, est-ce que tu as une astuce RH? Voilà, comment tu arrives à sentir qu'une personne, c'est la bonne personne à recruter? Je sais que ça va intéresser nos auditeurs qui sont souvent des entrepreneurs santé ou qui vont entreprendre. Donc, Alors, il y a un process. Je pense qu'il faut s'appuyer sur des professionnels. L'émotion, je dirais, c'est une partie. L'humain est très important. Je pense que le fit est très important, mais il faut aussi s'appuyer sur des process. Voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir des professionnels qui aident à structurer. Et le choix final, évidemment, c'est un fit humain. Mais c'est complètement. Entourez-vous de professionnels dans le RH, je pense que c'est important. C'est vrai que ça doit être dur, parce que forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas voir quand on ne vient pas de ce milieu-là. Et une petite dernière question sur LinkedIn-Vax, avant de passer plutôt sur une partie plutôt écosystème. Quels sont les défis à venir? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va se passer juste après cet épisode de podcast? Une fois qu'on a raccroché les micros, voilà, quelles vont être les prochaines étapes? On va poursuivre ce qu'on faisait juste avant les micros. Donc, c'est ce qu'a dit, beaucoup de choses dont André vient de parler. Donc, effectivement, nous avons un plan extrêmement clair de développement clinique. D'abord parce que nous avons des produits déjà fabriqués, prêts à passer en clinique. On a parlé du HIV qui est déjà en clinique depuis maintenant pile 1 an.
On a injecté le premier patient, le premier volontaire, je pense le 5 mai 2021. Donc vous voyez, l'essai est un essai de phase 1, phase 2, donc il est en pleine expansion. C'est plus qu'un essai de phase 1, il y a beaucoup plus de gens qui vont participer. On a un produit qui est le vaccin HPV thérapeutique, c'est-à-dire contre les cancers au papilloma, qui doit rentrer en clinique avant cet automne. D'accord. On a la production de 2 vaccins contre le Covid qui vont sortir séquentiellement parce qu'ils ont 2 objets différents et qui vont rentrer en clinique au premier semestre 2023. Okay. Et donc là, on va avoir des résultats extrêmement vite. Et puis, on est en une recherche aussi d'amont où tous ces produits sont aussi continuent à être explorés sur le plan des modèles expérimentaux pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme avantage et qu'est-ce qu'on amène de plus. Donc, c'est vraiment le programme clinique et de développement industriel, il est extrêmement clair. Et les personnes qui ont été recrutées sont vraiment en charge de mettre en place ce plan de développement clinique qu'on a prévu, parce qu'on est vraiment là. Ouais. L'autre avantage de LinkedInVac, c'est ce continuum avec une recherche qui se continue du côté académique, mais avec un encadrement extrêmement clair, justement, qui alimente et qui irrigue constamment sur les produits, sur le vaccin, sur les plateformes que l'on développe et qu'on va en clinique. Donc, LinkedInVac, c'est le développement clinique et l'accès au marché et le passage à l'échelle. Et en amont, on continue à générer de la science pour toujours apprendre plus et toujours améliorer éventuellement nos stratégies. Je me mouille un petit peu, mais j'ai vraiment l'impression que la structuration de LinkedInVac, c'est assez unique. Parce que j'ai parlé avec aucune entreprise, j'en vois pas beaucoup sur le marché, qui ont un pipe aussi fourni, aussitôt. Donc comment on fait pour jongler entre tous ces pipes, toutes ces différentes temporalités, etc. Comment on fait au jour par jour, peut-être comment vous répartissez le travail, comment vous équilibrez tout ça? Écoutez, la première chose, il y a un point commun, c'est qu'on a quand même une plateforme transverse avec le même concept qui s'applique, hein, comme le disait Yves très bien. On a le guidage qui est commun à tout le monde et on rajoute à façon le pathogène, l'antigène qui correspond au pathogène. Donc on a quand même une plateforme commune. Maintenant, d'un point de vue organisationnel, je dirais, moi je viens de la loi de Moore, on travaille en parallèle sur 3 générations, tous les 2 ans il faut amener des produits qui n'existaient pas 2 ans avant. Donc pour moi c'est quelque chose qui est habituel. C'est vrai que dans le domaine des biotech, et je le découvre, c'est pas forcément le standard, mais je dirais avoir plusieurs projets comme ça, c'est un process, c'est d'avoir cette capacité, de gérer des projets, d'avoir une gestion avec des gens qui savent faire. Donc on a structuré justement autour de ça. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est ce lien avec la recherche. Dans le domaine du semi-conducteur, l'open innovation et la capacité de maintenir un lien très fort pour renouveler les technologies se fait beaucoup avec des laboratoires. Donc ça a été l'histoire de Soitec. Je pense que c'est important de maintenir ce lien, de maintenir cette force qui est à la fois une force de renouvellement, mais aussi s'appuyer, et puis faire ce retour d'expérience du passé du monde académique jusqu'au produit. Et ça, c'est important d'impliquer tous les acteurs. Et je crois que c'est ce lien-là qui est très fort au sein de LinkedInVac et qui peut-être est une spécificité. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce lien avec l'académique, mais c'est une force à la fois à travers le parcours de Yves et le mien, de savoir garder cette espèce d'échange continu pour pouvoir se projeter sur de nouveaux pathogènes, mais aussi pour pouvoir continuer à faire un retour d'expérience sur accélérer la mise le plus vite possible au service de l'humanité d'un vaccin qui peut répondre à des grands problèmes de santé mondiaux. Complètement. Et c'est ça qui nous motive. Mais c'est vrai que la loi de Moore, c'est très justement dit. J'en discutais hier avec Christophe Bancel de Tissium. Ce qu'il expliquait, c'est qu'eux aussi, ils ont une approche où ils vont lancer plusieurs produits. Et donc finalement, on accélère au produit d'après. Forcément, on peut aller encore plus vite. Donc ça, c'est vraiment très très fort, quoi. Ouais. Chaque produit renforce l'expérience. Je suis vraiment admiratif. Je ne mens pas. Je trouve ça incroyable. Non, vous êtes gentil, mais c'était pensé comme ça, par exemple. D'accord. En fin de compte, c'était pensé comme ça ne veut pas dire qu'on réussit, mais vous voyez, l'expérience du l'essai sur le vaccin HIV, première chez l'homme, démarré en mai 2021, on dérisque la plateforme. Parce qu'on la dérisque. Donc ça donne du poids absolument extraordinaire aux autres vaccins qui sont déclinés puisqu'ils utilisent la même technologie. Donc on ouvre au fur et à mesure des portes, c'est comme dans un jeu vidéo, on rentre des portes, il faut évidemment après qu'on circonscrive bien notre stratégie. C'est pour ça que ce qui est important dans LinkedInVac, c'est que le plan de développement clinique, il est extrêmement précis parce qu'on amène en clinique des choses que l'on a dérisquées déjà chez l'homme,
en termes de safety, de tolérance et de capacité d'autorisation par les agences réglementaires de le faire. On l'a fait. On a dérisqué avec les données précliniques et le maximum qu'on peut faire avec la science pour dire c'est go. Et aussi, on a dérisqué sur le plan industriel puisqu'on a produit déjà des vaccins par différents pharma qui nous ont fabriqué nos différents vaccins déjà. Donc, on sait qu'on peut produire ce vaccin. Oui. C'est pas juste quelque chose, comme vous disiez, qui reste au laboratoire avec un niveau. Et puis, le lien avec la recherche, c'est toute la possibilité éventuellement de décliner sur d'autres pathologies éventuellement, d'autres défis qui pourraient arriver demain, parce qu'on a cette irrigation constamment avec des chercheurs qui travaillent sur d'autres pathogènes, mais en parallèle en plus, qui travaillent sur d'autres pathogènes ou d'autres défis qui ne sont pas dans l'Inkinvax aujourd'hui, mais qui sont en lien, et tout ça s'alimente l'un l'autre. Et c'est ça qui était important. Autrement, on aurait pu couper l'académique et passer à un autre stade. Oui, mais enfin, c'est pas possible dans un domaine aussi évolutif que le vaccin, et surtout dans des pathologies infectieuses qui, si demain le Covid-25 arrive, il sera une vraie question stratégique. Ouais. Voilà, on a déjà des résultats importants sur Covid-19. Est-ce qu'on se met sur Covid-25 extrêmement rapidement, car ça devient évidemment, est-ce qu'on a un avantage là-dessus? Moi, je trouve ça très très fort. Il me reste encore une petite dizaine de minutes pour finir cet épisode, et je vais vous emmener sur des questions plutôt écosystème. Et une première grosse question que je pose à mes invités, c'est de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans l'écosystème HealthTech français. Écoutez, je pense que il y a eu une prise de conscience avec la pandémie, avec une volonté politique très forte qui a été marquée à ce moment-là, de se dire, évidemment, le pays de Pasteur, voilà, il y a eu toute cette réaction. Je pense qu'on a énormément de choses au niveau académique, au niveau scientifique, plus globalement. Je viens de la tech, nos laboratoires sont extrêmement en pointe et ont des technologies merveilleuses. Le passage, et on est la nation des startups, je pense qu'il y a une très très belle dynamique dans ce domaine, mais je crois que le passage encore, il faut le renforcer, le lien entre recherche et public et création de valeur à travers un parcours privé, je pense que c'est des choses qu'il faut continuer à renforcer. Et dans l'écosystème, aujourd'hui, je crois que la partie industrielle est importante. Et là, je veux citer GTP Bioways. Bon, je dirais à Soitec, j'ai investi à Grenoble plus d'1 milliard, donc dans des usines. Okay. À une époque, c'était dans les années 2000, à une époque où on me disait que j'étais fou et qu'il fallait que je les construise en Asie parce que c'est là-bas que ça allait se faire. Donc voilà, moi j'ai ce côté aussi français. Je trouve qu'on a la capacité en France d'aller plus loin au niveau industriel. Je vois que des gens comme GTP Bioways, je mentionnais Alain Cinceau, qui sont à Toulouse, qui sont un peu partout. Ils ont des usines un peu partout avec des accords avec Fareva. Ils ont la capacité aujourd'hui d'avoir une offre dans le domaine de la production, de la bioproduction française. Et je pense qu'il faut saluer ça, parce que la recherche, c'est pas tout, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Et l'industrie, c'est important pour que ces innovations qui sont dans nos labos puissent atteindre le marché, impacter, avoir cette force pour amener des solutions à l'échelle de l'humanité. Et ça, c'est le point le plus important, je dirais, aujourd'hui dans la structuration. Et je vois qu'il y a une belle réaction, il y a des initiatives dans ce domaine. Et ça me fait plaisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se restreindre. Je crois qu'il y a un aspect souverain et c'est important, en particulier au niveau de la médecine. On l'a vu, je dirais, dans cette pandémie. Mais il faut aussi, et ça, c'est mon passé dans le semi-conducteur, il faut adresser mondialement. Voilà, il faut être fort chez soi, mais il faut aussi se projeter. Et donc, voilà, il faut avoir cette force industrielle, cette capacité à se projeter, mais aussi avoir en France cette capacité de développer une réaction souveraine dans le domaine des vaccins. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je vois que d'autres acteurs aujourd'hui et des partenaires se positionnent. Donc il y a un bel écosystème qui se met en place. C'est toujours frustrant, évidemment, quand ça ne va pas assez vite, surtout quand on vient du monde du semi-conducteur. Mais cette frustration, je pense, est positive, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe et qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est un grand plaisir de le voir se structurer. Avec toute la force politique derrière. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience est là et on a le support pour réussir. On parle souvent du fait que voilà, dans la HealthTech, on est peut-être un petit peu en retard sur d'autres secteurs. Est-ce que tu vois des choses à aller chercher du monde de la tech pour accélérer encore plus dans la HealthTech, dans la santé?
Oui, bah écoutez, moi je suis un industriel, donc j'ai fait le tour avec Alain de son usine, on a parlé, il y a beaucoup de choses, enfin c'est des salles blanches, il fait de la spectro de masse, enfin je veux dire, il y a des choses très communes avec l'industrie du semi-conducteur, et d'ailleurs il y a une initiative qui est en place aujourd'hui pour mettre du contrôle, beaucoup plus de contrôle in situ, pour pas attendre la fin d'un process au bout de 6 mois pour dire c'est bon, c'est pas bon, donc mettre beaucoup plus de sensors, voilà, donc le monde du semi-conducteur apporte aussi des choses sur les process industriels dans la biotech. Et je crois que voilà, les synergies. Soitec est né de la rencontre de deux mondes qui se connaissaient peu. Notre technologie est issue de la recherche nucléaire et de la recherche semi-conducteur. Donc voilà, l'innovation vient souvent de domaines, de personnes, d'humains aussi, les rencontres. L'humain est très important, et puis de casser les barrières et de créer des ponts, c'est ce qui fait qu'on peut avoir de très belles innovations de rupture. Complètement. Comment on pense l'industrialisation ? Voilà. Est-ce que voilà, tu t'impliques aussi, Yves, personnellement dans le processus industriel, ou tu restes que sur la partie académique, ou est-ce Non, je suis impliqué dans le processus. Plusieurs choses. Quand j'ai évoqué qu'effectivement j'avais été très vite confronté à l'épidémie du VIH et du sida, je veux dire, le lien avec l'industrie et la recherche industrielle pour avoir des drogues et des médicaments pour sauver les gens, c'était fondamental. Donc, il fallait comprendre la maladie qui nous arrivait, comprendre ce que c'était que ce virus, et en même temps trouver des traitements. Les traitements, il y a de la recherche fondamentale, mais il y a aussi de la recherche au niveau industriel, et l'implication des industriels pour trouver des nouvelles drogues et des nouveaux médicaments est fondamentale. Donc, pour moi, depuis le début, confronté en jeune médecin à ces enjeux, j'avais des nouvelles molécules, il fallait tester, il fallait faire des essais cliniques, et ça ne pouvait se faire que si des molécules arrivaient. Ouais. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand j'étais président de l'INSERM, le lien avec le partenariat industriel est absolument évident. L'INSERM est un des premiers déposants européens de brevets, avec effectivement des partenariats industriels. Et donc, pour moi, il n'y a jamais eu de dichotomie. Il y a la place de chacun, il y a les rôles de chacun, mais si on ne fait pas ces ponts-là, à ce moment-là, on reste du côté du laboratoire et on n'amène pas ce qu'on doit amener, c'est-à-dire effectivement le progrès ou l'innovation. Sur le plan des vaccins, très tôt, au niveau académique, quand on a eu les vaccins prêts à passer en clinique, il fallait les produire. Donc, on avait le partenariat industriel des gens qui savent produire des protéines et qui savent produire notre vaccin. Ce qu'on a fait du côté académique, c'est de mettre autour de nous tous les savoirs, les expertises, les consultants, même privés, qui nous ont aidés à suivre. Parce que moi, je ne sais pas faire un vaccin au niveau industriel. Mais donc, on a appris tout cela et on a mis autour de la table. Et donc, ça nous a amené à discuter avec des gens qui étaient consultants, qui savaient produire des produits, qui avaient des pharmas comme interlocuteurs, qui nous expliquaient ce qu'on faisait, pourquoi notre vaccin pouvait être produit de telle manière ou pas, pour arriver à un lot clinique à injecter. Si on se coupe à ces différents niveaux, à ce moment-là, on ne va pas en clinique. On n'a pas cela comme réflexion pour le développement. Je trouve ça assez fort parce que du coup, le mariage, il est vraiment parfait entre une personne qui... Et donc, il fallait arriver au moment du passage à l'industrie, du passage à l'entreprise et du passage à large échelle. Et ça, c'est que André qui peut le faire. Complètement. Et encore, les profils comme André, ils sont relativement rares parce qu'on a perdu, on a perdu un peu la capacité industrielle. Et du coup, des personnes comme André qui l'ont anticipé, qui ont conservé cette capacité industrielle en France. Je trouve ça assez fort, du coup, c'est vraiment le mariage idéal. On doit beaucoup à notre ami commun qui nous connaissait chacun séparément depuis des dizaines d'années et à qui on parlait chacun de nos activités et qui à un moment a eu le fit en disant au stade où vous en êtes tous les deux, peut-être qu'il faut que vous y alliez ensemble. Je pense que voilà, Yves, ça a été un continuum. Je veux dire, c'est la fibre industrielle, il l'a. Et ça, c'est quelque chose, je veux lui rendre hommage parce on est arrivé avec cette biotech qui est déjà en phase clinique, avec un degré de maturité extraordinaire. Mais voilà, moi j'aime la science, Yves aime l'industrie, voilà, donc ça a été une rencontre. D'ailleurs, c'est lui qui parle d'immunologie, qui présente ça. Et moi, je ne suis pas vraiment capable de parler du business plan et de la partie. Je reste à ma place. Voilà. Et c'est le côté humain. Je pense qu'il a parlé de la première injection. Là, j'ai vu le médecin. J'ai vu un médecin qui est vraiment sur l'humain. Et ça, c'est une dimension dans les biotech qui est très importante. Le côté humain, le côté médecin, le côté proche du patient. Voilà. Et ça, c'est l'humain aussi qui me plaît dans cette aventure. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que dans la santé, généralement, les personnes à qui j'échange, je sais pas, elles ont ce côté profondément bienveillant.
n'y a pas ce côté, voilà, je suis là pour faire des milliards. Bon, tant mieux si ça réussit, si on peut faire du business, mais il y a toujours ce côté bienveillant. Et je ne sais pas, j'arrive à le voir, je ne sais pas s'il y a un gène, je ne sais pas. Oui, la médecine. Je ne sais pas s'il y a un gène, mais on est confronté quand même. On est confronté à un moment et au fin du fin, on est quand même confronté à quelqu'un à qui on donne ou un comprimé, ou un médicament, ou une prescription, ou à qui on fait un examen, ou à qui on propose de participer à un essai dont on ne connaît pas la suite ou la fin. Donc, à un moment, à un moment du moment, il y a un moment de vérité. On regarde quelqu'un dans les yeux et on lui dit voilà le traitement que je vous propose, voilà pourquoi je pense qu'il y a un avantage ou pas, voilà quels sont les risques. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez au laboratoire, travailler sur des cellules, des modèles, des animaux. À un moment du moment, il y a ça. Ça, c'est un moment de vérité. Ouais. Et dans une vie de médecin, quand on a eu, par exemple, les premiers malades infectés par le virus du sida, etc., il y avait un vide dans les yeux parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait, on ne savait même pas si on avait un traitement. Ouais. Ça, quand on vit ça une fois, on a beaucoup d'humilité et on se dit qu'on fait très très attention comment on avance et ce sur quoi on parle. C'est vrai, en tout cas, je suis persuadé que ça ira très très loin avec LinkedIn-Vax. Et pour terminer, les 5 dernières petites minutes, voilà, on vient de le dire, qu'est-ce que vous êtes apporté mutuellement ? André, d'abord, il m'a apporté la vision qu'on pouvait avoir sur le long terme de quelque chose que moi j'espérais ou que je pensais possible, mais que je ne sais pas formaliser. Il m'a apporté aussi un regard sur ce que je faisais moi. Parce que la première personne à convaincre était lui. Oui. Il n'y a pas de raison qu'il pense que ce vaccin est meilleur qu'un autre ou qu'il faut investir là-dedans. La troisième, c'est qu'il m'a aussi appris à sortir des gens avec qui je parle tous les jours. Même si j'ai des liens avec des industriels ou quoi que ce soit, je ne parle pas des industriels. Et le roadshow qu'il m'a posé depuis un an avec que je respecte, avec des gens qui me posent des questions que je me suis plus posées, évidentes pour eux, fondamentales pour eux, mais qui pour moi étaient évidentes, m'oblige à beaucoup d'humilité, à revenir à un discours de dire, en fait, compte, on peut se convaincre entre nous-mêmes, mais si j'arrive pas à convaincre les autres, très bien, je vais rester chez moi et continuer à faire ce que je fais, et donc je passe pas là. Donc il m'a appris à prendre en compte que ce que je fais n'est pas évident. Complètement. Ni à expliquer, ni à convaincre. Ok, et de ton côté, André ? Non, mais moi je pense que la rencontre humaine est importante. Il m'a appris un nouveau domaine, une terra incognita, c'était l'immunologie. Avec patience, il m'a expliqué, je me suis documenté. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Il m'a appris aussi ce respect du médecin. J'ai vu dans ses yeux quand il a démarré les essais cliniques. À ce moment de vérité important, il y a un côté humain très important. Donc je pense que cette richesse, c'est à la fois un grand scientifique. Je pense qu'Yves est reconnu mondialement. Quand on fait des calls avec, je pense que sa reconnaissance mondiale est très importante. Et en même temps, il a une grande humilité, donc il est capable, je dirais, d'expliquer, d'être patient, et il est aussi très ouvert. Et il a une très grande curiosité, ce qui est classique des scientifiques. Quand je lui parle finance, il est aussi attentif que quand moi, il me parle d'immunologie. Donc chacun a ses domaines, mais avec un grand respect et une grande curiosité pour ce que fait l'autre. C'est cette richesse qui fait qu'on porte ce projet. Donc on le porte pas seul, avec une équipe. Yves a managé des grandes équipes, il a été le président de l'INSERM, donc on a cette chance de travailler tous les deux avec une équipe qui travaille pour un beau projet qu'on porte ensemble. Qui ira très vite et très loin. Et il reste 2 questions. Si vous aviez une nouvelle idée d'entreprise à lancer en santé, quelle serait-elle ? Voilà, pour donner peut-être une idée à nos auditeurs, leur donner une piste, soit une idée complètement une idée de start-up. Si j'avais une très très bonne idée de ce qu'il faudrait faire maintenant, peut-être que je la garderais et je la partagerais avec André. Mais ça serait très présomptueux de savoir ce qu'il faut faire. Ou autrement, peut-être un secteur sur lequel tu aimerais voir émerger des innovations. Donc dans la LSTech en général, donc e-santé, medtech, biotech, un secteur qui te dit voilà, il faut faire quelque chose dans ce secteur-là. Il y a plusieurs choses, mais moi, je ne sais faire que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin sur les vaccins, sur notre plateforme vaccinale, avec les nouvelles technologies qui sont sorties.
et peut-être de combiner différentes technologies qui se sont développées en parallèle, en silo, mais pas parce qu'il y avait des cloisonnements, mais parce que c'est l'histoire de la découverte et l'histoire de la médecine. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai défi, c'est d'associer ces avancées technologiques dans différents domaines sur les maladies infectieuses pour essayer de combiner les choses, pour augmenter significativement, éventuellement, l'efficacité des produits qu'on a. Oui. Je pense qu'on est au début de quelque chose, même si nous sommes déjà très avancés sur le plan technologique. Donc la prochaine biotech sera de capitaliser sur ce qu'on a déjà appris, sur tout ce qu'on a déjà dérisqué, et de manipuler encore plus le système immunitaire avec des outils nouveaux, dont le targeting des cellules dendritiques qu'on a déjà développé. Ok. Et peut-être pareil en réponse Non, ce qui est fascinant, c'est que l'humain et la biologie humaine, on a énormément d'outils déjà pour réparer nous-mêmes et faire attention à notre corps. Donc ça, c'est un message important. Donc oui, tout ce qui est biologique. Mais par contre, il y a un domaine moi, qui me fascine, c'est le cerveau. D'accord. Le 21e siècle, c'est là aussi une terre inconnue. C'est drôle parce que Christophe Bancel, hier, il m'a dit, sur Tissot, il m'a dit exactement pareil. Le 21e siècle sera le siècle du cerveau. Donc, écoutez, j'espère qu'on est visionnaires tous les deux. Complètement. Oui, non, je pense que voilà, les neurosciences sont au démarrage, c'est fascinant. Et je m'y intéresse depuis plusieurs années parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre le monde de la tech, le monde de la science, le monde des neuros. Donc je pense que c'est un domaine qui va être extrêmement intéressant parce que le cerveau pilote beaucoup de choses dans notre corps. Voilà, donc pour moi, les startups qui font des ponts aussi il y a beaucoup de choses qui peuvent venir du monde de la loi de Moore et du semi-conducteur qui peuvent aider la médecine. Et je pense qu'il faut créer plus de ponts entre ces deux mondes. Ok, très très clair. Et la dernière question du podcast est très très classique dans ce genre de podcast. Est-ce que vous avez un conseil concret à donner à nos auditeurs, donc soit qui sont entrepreneurs, soit qui veulent entreprendre dans la santé? Avoir un bon attelage. D'accord. Donc une très bonne équipe. Oui. Et André? Oui, je pense que l'humain dans une start-up, voilà, je participe aussi à des fonds d'investissement depuis de nombreuses années. L'humain, quand on dit qu'on achète une maison, c'est l'emplacement. Une start-up ou une société, c'est l'humain. Il faut avoir un beau produit, mais l'humain est très important. Voilà, donc je pense que oui, c'est important. Le deuxième, c'est soyez prêts à passer beaucoup de temps à faire des levées de fonds, parce qu'une start-up, c'est que des levées de fonds, voilà. Et ça, c'est la vie d'une entreprise, c'est d'être capable de fédérer autour d'un beau projet différents stakeholders, comme disent les Américains. Donc la partie investissement, la partie financement fait partie du modèle. Et voilà, donc c'est des parcours intéressants, mais l'humain reste au cœur de ces projets. Et on retient ça, c'est vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci André. Merci à toi. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Et puis on va continuer à suivre les grandes avancées qui arrivent avec LinkedIn Vax très prochainement. À bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt.